Bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravie, je le dis à chaque fois, mais à quel point c'est important de parler uniquement de réhabilitation et de montrer par la démonstration, par la preuve, que c'est possible. On a souvent dit dans les années passées, alors on sait, hein, la réhabilitation c'était le parent pauvre de l'architecture, on ne savait pas trop en quoi ça consistait. Aujourd'hui, c'est quand même bien ancré dans nos esprits et dans nos pratiques. Et alors, moi, pour ma part, j'en fais depuis 25 ans. On a une intervention à l'agence qui est uniquement en réhabilitation. Donc, on peut travailler sur tout type de bâtiments, les transformer, les modifier. Et c'est très important aussi de tuer l'idée que tout est possible à la réhabilitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment qu'on ne saurait transformer. Et là, plus particulièrement sur le sujet de la transformation, je vais vous parler d'un projet qui est en cours de chantier en ce moment, qui est un parking. Donc tout à l'heure, Jacques Baudrier en parlait, la traque des parkings dans Paris pour les transformer en lieu de vie. Donc là, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30, tout en béton, à usage de parking. Alors c'est sûr qu'un bâtiment à usage de parking construit à cet effet est un immeuble de parking, donc avec énormément de difficultés à pouvoir se dire comment on va en faire un lieu de vie, comment ce bâtiment va pouvoir être complètement transformé, quel lieu de vie. Et encore une fois, l'intervention de la fin de la matinée, c'est sur le diagnostic, l'importance du diagnostic, l'importance de comprendre comment un bâtiment a été construit pour comprendre comment on peut intervenir dessus. Alors, juste un petit point pour vous présenter le projet. Il est à 2 pas de la place de Bastille, entre la place de Bastille et la place des Vosges, donc un lieu absolument exceptionnel, au milieu d'une copropriété. Donc, ça veut dire que nos riverains, nos premiers riverains, ce sont des gens qui vivent, donc c'est du résidentiel avec une proximité très forte, donc avec les voisins. Donc, on n'est pas en site occupé, mais presque. Tellement on est proche du premier voisin. Donc c'est ce bâtiment que vous voyez au fond d'une impasse. Bon, il a fermé maintenant il y a quelques années, donc c'était l'objet de cette intervention. Une structure très atypique, je l'ai dit, tout en béton, un parking aérien, donc avec quasiment pas de sous-sol. Très peu, une 50aine de mètres carrés au sous-sol. C'était d'ailleurs des vestiges d'une ancienne chapelle. Donc un bâtiment construit sur 5 étages, sur 5 demi-niveaux, puisqu'en fait on comprend bien les modes de fonctionnement. Quand on rentre dans le parking, on rentrait par le porche sur la photo à droite, et puis on filait dans les étages et on retrouvait des espaces pas du tout homogènes, hein, même si ça avait été construit pour accueillir un parking, des pas d'étage pas du tout réguliers, un béton qui n'est pas forcément de très bonne qualité non plus, puisque ça s'est fait vraiment entre la période entre-deux-guerres, donc à l'économie aussi, avec, paradoxalement on peut se le dire, quel type de capacité portante sur les planchers, parce qu'on peut se dire bah, c'est bon, si ça accueille du parking, ça peut tout accueillir. Bon, pas forcément. Et donc, d'où l'importance de cette phase diagnostique en réhabilitation. Souvent, pour aller vite, certains maîtres d'ouvrage nous disent mais on peut la faire en parallèle d'une phase APS. Le conseil que je donne aussi bien à des confrères et consoeurs qui veulent travailler en réhabilitation ou des sujets de transformation, ou à des maîtres d'ouvrage qui sont dans la salle, ne pas négliger cette phase de diagnostic. Lui donner un temps réel pour investiguer le bâtiment, pour aller faire des sondages, pour comprendre comment il a été construit. C'est une phase qui, a priori, peut se dire, elle prend quelques semaines dans la phase étude, mais en fait nous fait gagner énormément de temps, nous concepteurs, par la suite, pour justement accompagner sur cette programmation quel type d'ouvrage, d'usage on pourrait mettre dans ce bâtiment une fois qu'on a compris comment il était construit. Donc là, bon, on a un bâtiment avec des particularités, des fermes à 2 pentes, une grande voûte au dernier étage avec un volume très important. Dans les années 70, ils avaient glissé un plancher métallique pour y jouer du tennis entre midi et 2 parce qu'il y avait déjà un peu de place disponible sur ce dernier étage. Donc des histoires qui comprennent aussi de filer les différentes étapes de construction. Bon,
des vues absolument exceptionnelles. On est dans Paris, j'ai envie de dire, on monte sur n'importe quel toit, c'est tout de suite exceptionnel. Mais nous, architectes, ça nous parle beaucoup parce que du coup, ça va avoir aussi une incidence sur comment transformer ces bâtiments. Alors les images sont un petit peu pixelisées, pardon pour ça, mais en gros, le grand principe, ça a été de dire, commençons à réfléchir comment le bâtiment est inscrit dans le site par rapport au bâtiment voisin. On a toute la première partie de la cour qui est dédiée au logement. Est-ce qu'il y a un intérêt à poursuivre cette destination de logement ou peut-être à imaginer autre chose? On est passé par plein de scénarios différents, de l'hôtel, du 100% logement, du bureau, et puis de fil en aiguille, on s'est dit mais ce site en fait il est propice à une forme de mixité, et le fait qu'on ait la première partie de la cour qui est en logement, on a imaginé de pouvoir poursuivre une fonction de logement et puis de développer un projet tertiaire assez flexible et ouvert aussi, donc d'avoir, on s'est rajouté une complexité, une mixité dans le programme du bâtiment. Ça s'y prêtait assez bien parce que des épaisseurs de plateaux qui permettent d'intervenir le moins possible sur le gros œuvre. Ça, c'était aussi l'un des enjeux. Plus on réduisait le gros œuvre, moins il y avait de nuisances pour les copropriétaires qui étaient autour du bâtiment, et plus ça pouvait aller vite techniquement dans la fabrication du projet. Et bien sûr, une évidence par rapport au bilan carbone, tout ce que l'on n'enlève pas, on le conserve. Donc ça s'intègre dans l'économie, ça s'intègre dans une logique globale d'intervention sur le site. Alors on avait des rampes, on s'est dit on va pas pouvoir toutes les garder parce qu'elles étaient importantes, mais une fois qu'on enlève les rampes, ça fait des trémies dans les planchers. Donc pourquoi ne pas les réutiliser pour glisser les ascenseurs et les futurs escaliers qui n'existaient pas en fait dans le bâtiment. On avait juste un petit escalier en colimaçon qui gérait le parcours piéton. Et puis d'autres rampes qui étaient surabondantes aussi, des rampes de voitures, où on s'est dit peut-être les utiliser pour des espaces extérieurs, des passerelles, des terrasses, plutôt que de juste les supprimer et de prolonger des planchers. Alors on a eu quand même, c'est ce qu'on voit difficilement sur le croquis en haut à gauche, une partie jaune qu'on a décidé de retirer, d'enlever dans le bâtiment parce qu'on avait des plateaux très profonds et sans lumière, sans lumière du jour du tout. Et donc ça nous a semblé opportun de dédensifier le site pour justement créer des bâtiments avec des profondeurs qui permettent aujourd'hui un usage tertiaire, mais pourraient tout à fait permettre un autre usage dans le temps. Ça, c'était aussi l'idée d'intervenir en transformant, c'est de penser bien sûr programme et qu'est-ce qui est le plus adapté, mais programme aujourd'hui, programme demain qui pourrait évoluer assez facilement. Donc bon, on a un plan type, on voit l'emplacement des escaliers, des ascenseurs à l'emplacement des rampes, on voit la partie logement qui est complètement sur la partie gauche avec la réutilisation d'un escalier existant. Une complexité technique, on en parlait tout à l'heure, réglementaire, sécurité incendie, deux typologies de programmes différents, donc deux typologies différentes de réponse à la sécurité incendie, le fait qu'on soit au fond d'une impasse aussi. Et donc, on a travaillé avec les architectes de sécurité de Paris et on a proposé des tours pompiers dédiés pour que justement on n'ait pas un impact plus fort sur l'intervention des façades, sur les accès des secours. Donc, il y a énormément de paramètres. C'est peut-être ça d'ailleurs que je voudrais dire, c'est qu'en réhabilitation, on a énormément de paramètres à gérer, et d'autant plus dans des transformations de ce type-là. Et peut-être dernier point avant de passer la parole pour la suite des présentations, c'est qu'à un moment, quand on a fait ce constat de d'épure de position des planchers existants, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont tous un peu différemment positionnés. Et donc cette image à droite explique bien un principe architectural que l'on a mis en place pour ne pas avoir à tordre le cou à la structure existante. C'est-à-dire qu'on a fait avec, on a assumé ce pianotage de position de dalle et on s'est dit finalement une façade un peu à la Mondrian pourrait tout à fait s'adapter justement à des positions de dalles différentes avec des dimensions d'ouverture différentes sur les plateaux de bureau. Là, en l'occurrence, c'est la vision sur le programme tertiaire, pour justement ne pas avoir à déconstruire des planchers, parce qu'à un moment, il nous avait été posé la question, mais est-ce que
on ne va pas virer tous ces planchers parce que finalement, on travaille tellement autour, c'est compliqué. Alors non, on en a fait vraiment un point fort du projet de dire il faut qu'on continue de conserver la partie de la structure. On voit sur l'image de droite et notamment sur la partie gauche de l'image de droite la partie des logements où on a conservé des allèges en béton que l'on est venu retraiter, réhabiller pour que justement les logements puissent être tout à fait adaptés. Et là, vous avez des images avant-après, ce qui est assez intéressant finalement de se dire comment on vient épouser le volume existant en se disant l'esthétisme ne peut pas être le seul paramètre de décision sur quel type de fonction on va donner ou comment on va habiter cet espace. C'est un parking, on a des poutres, on a des hauteurs, tout ça c'est la vie d'un bâtiment. Alors nous architectes, on se l'imagine assez facilement et c'est notre job aussi de pouvoir bien le communiquer pour comprendre que tout ça, ça fait partie d'une ambiance générale et que finalement, les futurs usagers, j'en suis absolument persuadée, vont adorer d'être dans une ambiance aussi atypique parce que la réhabilitation, c'est poursuivre l'histoire, c'est emmener les gens aussi dans des histoires qu'ils n'ont pas l'habitude d'évoquer. Quand on se dit on vit dans un immeuble de bureau ou de logement comme celui-là, il n'y en a pas deux, il y en a un, donc il y a une forme aussi d'identification forte. Voilà, mais tout ça, encore une fois, c'est possible avec cette phase de diagnostic très, très poussée. Donc voilà, une petite vue pour vous montrer aussi jusqu'où on est allé dans la transformation du bâtiment. Merci. J'ai un micro. Bonjour. Qu'est-ce que j'aimais ce garage? Je le connaissais bien parce que j'arrêtais. Je prenais de l'essence là. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi. Hein? Bravo. Nous, on avait réussi à faire il y a quelques années aussi un beau garage Béranger pour le journal Libération. Et c'est vrai que ces lieux se prêtent à des multiples fonctions. Alors, Canal Architecture, c'est un atelier comme il en existe beaucoup. Nous faisons de ce qu'on appelle de l'action, la recherche-action, action-recherche. Chaque fois qu'on nous pose une question, on essaie de revisiter le thème. Par exemple, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, comment peut-on construire réversible? Parce que ça a l'intérêt quand on construit pour qu'un bâtiment ait plusieurs vies à ne pas le casser. Transformation, c'est un sujet dont on va parler aujourd'hui. Et puis zone, c'est certainement les prochains terrains d'aventure sur lesquels on va tous se pencher, enfin les institutionnels, les architectes, l'ingénierie, parce que ZAN, Zen, Carbone vont nous guider vers des lieux qu'on ne regarde pas, ce qu'on appelle les terrains vagues, les mauvais lieux, enfin, tout ceci, et qui sont souvent oubliés. Ce n'est pas les friches. Hein, donc ça, c'est les trois sujets. Alors, il faut que j'aille vite et que j'aille plutôt sur un raisonnement sur le diagnostic. Je vais vous parler de la rue Moussaïa, mais juste avant, deux architectes lillois que je trouve assez formidables, je les ai découverts quand on a eu la possibilité de faire un concours pour Batigère. On trouve un bâtiment comme celui-ci, béton, bois, vraiment bien dessiné. Si certains d'entre vous veulent le voir, c'est à Rosny-sous-Bois. Et il y a pas mal de visites parce que c'est un bâtiment sur lequel on a été engagé à travailler, qualité du logement. Alors, ce bâtiment, qui est un immeuble de bureau pour Bison Futé, ex-Bison Futé, deviendra du logement pour travailleurs migrants. Et le voilà dans l'état aujourd'hui. Il a évidemment failli être détruit. Là, il est abandonné. Bon, on voit assez vite les qualités de l'espace intérieur. Et là, je vous parle de diagnostic, mais très, très préalable. Les petites bulles qu'on voit à gauche, enfin pour moi. Le bâtiment de 86, l'étude de faisabilité du maître d'ouvrage, enfin qui ne nous invitait pas forcément à mettre une aile de plus, et nous, notre réponse qui est
d'épouser le bâtiment pour lui rendre une capacité double. Alors on voit un peu à droite la manière dont on va s'installer, c'est-à-dire qu'on va additionner exactement la surface, même plus de la surface existante, avec des modules en structure bois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que comment intervenir pour déjà ne pas casser un bâtiment et dès le début, dans le concours, prendre une décision qui risquait de nous faire perdre, hein, et après proposer une solution pour prendre soin du bâtiment et le rencontrer, faire une rencontre béton-bois, c'est un peu complexe. Bon, on est en train de... Le chantier est commencé, heureusement on a trouvé une entreprise qui s'appelle Le Sabois et qui nous aide bien sur le sujet. Et très vite dit, ça sont quelques prototypes qui ont été mis en place avec à peu de frais. Et aussi s'adresser à un public, puisque tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il faut parler des habitants, oui, c'est assez juste de se rendre compte que ce n'est pas exactement les mêmes populations, ce n'est pas une résidence étudiante, un foyer de travailleurs, et il y a quelques attentions à prendre. Voilà, c'est l'état du bâtiment. On dit qu'on ne le détruit pas, on l'écorche un tout petit peu quand même. Voilà. Alors là maintenant, j'aborde pourquoi la question de transformer, elle est vraiment d'actualité ce matin et partout ailleurs. Mais quand on dit ne plus détruire, il faut bien qu'on ait quelques outils pour répondre. Enfin, nous, c'est normal. Pour les architectes, il faut qu'on arrive avec des solutions. C'est intéressant de voir. Pour construire, on commence par ça. Comment on construit? Comment on a construit la reconstruction? Les refends, les systèmes tunnels, les façades porteuses, les containers, c'est pas vraiment notre sujet. Le poteau dalle, le poteau poutre, c'est évidemment le sujet. Et quand on a vu la portée qu'il y a dans le garage de la rue Saint-Antoine, on se dit il y a forcément des structures qui nous permettent de ne pas retomber systématiquement dans la trame 4-6 ou 4-4. Et pourquoi on détruit les bâtiments? Ça, je pense qu'un élu qui fait ça aujourd'hui, il n'a pas forcément de chance d'être élu, hein, parce qu'il efface un bâtiment, sauf des cas un peu exceptionnels, mais il efface des mémoires, enfin, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a de quoi, en plus se rajoute le béton, les dégâts, etc. etc. Bon. Alors, ça, c'est la base pour vous présenter le projet qu'on m'a demandé de présenter aujourd'hui. C'est un projet dont le maître d'ouvrage, c'est la ville de Paris, et la RIVP, et qui a un bâtiment assez formidable, qui est rue Moussaïed, dans le 19e arrondissement. Ce sont des bureaux, les bureaux de la DAS, c'était la direction de la sécurité sociale. La chance aussi, c'est de rencontrer ce bâtiment brutaliste, architecture de béton, un peu hostile pour le quartier. Claude Parent, avec Raymondet, Claude Parent était jeune architecte chez Raymondet, fait ce... Alors pour ceux qui connaissent Parent, un peu fou avec son copain Virilio, des bunkers archéologie, certains ont dû lire ce livre. Et donc il va vraiment ne pas s'intéresser du tout au contexte de la rue Moussaïa, pour ceux qui connaissent les petites villes à Moussaïa, enfin un quartier évidemment populaire et ouvrier, et il va faire ce bâtiment que dans le concours on ne touchera pas. Et voilà, c'était dans le cadre d'une grosse opération. La petite soucoupe d'Orange, c'est le bâtiment dont je vais vous parler, qui donc, à partir de bureaux, va accueillir, et là on est dans notre sujet, hein, des jeunes travailleurs, des étudiants, des artistes, des coworkers. Donc on est aussi dans la mixité dont on a parlé ce matin. Voilà l'état du bâtiment, avant, après. Donc imaginez la période de diagnostic. Mais quand on dit diagnostic, il n'est pas que structurel, il est aussi l'état de l'art d'un bâtiment. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a été squatté 2 ans, des artistes. Bien sûr, son béton a vieilli et un bon ingénieur saura tout de suite comment le réparer. Mais il y avait toute une histoire entre parents, ces épopées différentes, et puis faire que ce bâtiment puisse devenir
un bâtiment destiné au sommeil et au travail des étudiants, des travailleurs et des artistes. Alors, dans le diagnostic, bien évidemment, même si rien nous était donné au départ, on fonce dans les bibliothèques, dans les archives. On a rencontré Claude Parent juste avant son décès. Et on a essayé de comprendre comment il avait constitué dans un no man's land comme ça, comment il avait constitué son bâtiment. 6000 mètres carrés de parking en dessous qui sont désertés toujours aujourd'hui. Il y a un projet de la ville. Et là, alors, là, j'essaye. Je suis dans les temps. Je suis dans les temps, presque. Là, je viens de perdre 30 secondes. Vous voyez, c'est un bâtiment de 16 mètres. Nous, on préconise de faire 13 mètres quand on fait du bâtiment réversible. Mais l'intelligence du plan des équipes de Parent, c'était déjà d'avoir installé un escalier à double révolution, ce qui nous a beaucoup arrangé, donc on ne l'a pas cassé. Ces petites cases où il y avait des gens qui travaillaient en solo, c'est fini tout ça, ce sont devenus des logements. On a beaucoup travaillé sur la façade, bien sûr, parce qu'il y a deux gros sujets dans les transformations. C'est la façade acoustique et thermique. Pour les spécialistes, vous voyez cette coupe, on a vraiment fabriqué un écran acoustique, on en a profité pour changer les fenêtres. Donc c'est vraiment de l'acupuncture, c'est très peu, même si le bâtiment il fait près de 10 000 mètres carrés, le travail, on a vraiment sélectionné les points sur lesquels on pouvait intervenir. Et je dois dire qu'on était assez aidé par le bâtiment. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas pris longtemps, parce que c'est une opération qui aujourd'hui, à 9 ans, on y est encore. Enfin, elle est livrée, hein, elle est livrée. Le grand piège, c'est les planchers, parce que les planchers, on n'a pas eu le temps de faire des sondages. Enfin, c'est le maître d'ouvrage qui n'a pas eu le temps de faire des sondages. C'était une opération Duflot, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont acheté. L'État a vendu à la ville. Ça, c'est important de le dire, hein, parce que comme on retrouve du foncier comme ça en plein Paris, a vendu à la ville. C'est les domaines qui ont vendu sous le coup de la loi Duflot, qui oblige à faire des logements sociaux un bâtiment à 20% de sa valeur. Donc un promoteur privé, il ne pouvait pas. Mais pourquoi c'était assez rapide, trop rapide, puisque les planchers qui portaient 250 kg au mètre carré, oui, d'accord, mais n'avaient pas ces qualités d'acoustique pour des lieux de sommeil. Donc il a fallu, et ça c'est important de le dire, mais même si ça dessert toutes les valeurs qu'on défend tous, c'est que ce bâtiment en béton, on ne le casse pas, mais il a fallu qu'on nappe tous les planchers de 7 cm de béton allégé, bien sûr. Et il y aurait eu le permis d'innover. Pour ceux qui connaissent le permis d'innover, la loi Elan, on aurait pu poser des dérogations. Il n'était pas encore prêt. Bon, un bâtiment où les étudiants sont contents, le maître d'ouvrage aussi était content, et comme le maître d'ouvrage était content, je suis allé le revoir, et en le revoyant, je lui ai dit, mais vous savez, on pourrait faire peut-être autrement. Et dans ce bâtiment, on a ressorti les archives, ce qui m'avait fait rêver quand j'avais 20 ans. Et les hôtels Citizen, d'ailleurs, ont repris les rêves de mes 20 ans. Et j'ai dit au maître d'ouvrage, Éric Bépé, je lui ai dit, il n'y a personne à Éric Bépé ici, aujourd'hui? Non? Si. Je lui ai dit, ça se passait très bien, hein. Vous nous avez offert de passer du gris au jaune. On a réussi cette opération. Donc, c'est des prix de 2016. Hein. Mais on pourrait encore faire moins coûteux. Ah bon? Pourquoi? Ça m'étonne que vous me disiez ça. Vous demandez toujours plus. Et sur cette image du rouge et du bleu, j'ai dit, écoutez, il faut distinguer. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, un bâtiment, il est bien fondé. Il a une vie, il a été pensé, des ingénieurs sont passés par là, des ouvriers l'ont monté. Comment se fait-il qu'un bâtiment existant doit coûter plus cher qu'une construction où on commence à zéro? Les réponses sont là, hein, c'est les normes. C'est-à-dire qu'on applique les normes du neuf pour entrer dans l'ancien.
Et donc, ce travail sur les capsules, donc, moi, ma démarche, enfin, celle que je viens partager avec vous, c'est dire qu'un bâtiment, c'est bien une structure qui existe. Cette structure, c'est un grand casier dans lequel on peut rentrer des modules. On arme le bâtiment, on le nettoie, un peu comme ici, vous voyez, assez simplement. Et par contre, on met l'excellence sur la fabrication. Donc, j'ai repris l'exemple d'une résidence étudiante, sur le fait de ce que j'appelle des pods, c'est des capsules, et qui sont autosuffisantes. Alors, autosuffisantes, ça veut dire que vous renversez le problème en expliquant et en prouvant que plutôt que d'aller envelopper tous les bâtiments avec de l'ITE complexe, c'est les cellules intérieures qui, elles, vont être performantes. Et donc, j'ai oublié de vous dire, le maître d'ouvrage, quand j'ai fait la démonstration, m'a dit inscrivez-vous sur un site Jussieu, peut-être vous serez pris et tout. On est pris. Alors, on fait vraiment un concours animé. On voyage pour ça. On va voir comment on fabrique les cabines de paquebot. On comprend comment on fait les tiny house. On voit qu'il y a un tissu industriel en France qui fonctionne très très bien, mais qui ne se parle pas avec le BTP, d'où ma question de ce matin. On se rend compte qu'on peut faire du hors-site, et tout le monde va un peu dans ce sens-là, mais le grand avantage du hors-site, c'est de pouvoir faire 2 chantiers en parallèle, donc on gagne du temps, on sait comment les transporter. Jussieu, voilà, et j'ai fini. Non, mais vous allez... Oui. Non, bah, attendez, je passe juste les images, mais je veux surtout vous faire voir, c'est dommage, parce que... Ah, vous m'avez coupé, là. Non, mais au moins la dernière slide, parce que vous allez voir ce qui nous est arrivé. Il n'y a pas? La dernière slide, c'était la réponse du jury, c'était trop tôt, trop risqué. Voilà. Alors moi, ça allait trop. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation et la présentation, voilà, de ces projets sur le diagnostic qui sont, enfin, je pense, c'est vrai que c'est un temps très concis pour présenter 2 projets, je trouve, de grande qualité. Alors, donc moi, je suis associée à l'Atelier Arago Architecte. Donc, c'est une agence à la base. Voilà, le cœur de métier, c'est plutôt notre logement et le logement dans le neuf. Et donc, on a eu l'opportunité ces dernières années de se développer autour de l'activité et du bureau. Et récemment, la transformation de bâtiments. Donc moi, je vais vous présenter un bâtiment qu'on a rénové à Suresnes, qui était donc un bâtiment de bureau, qui a été transformé en une résidence étudiante de 127 chambres. Alors, pour le coup, moi, j'ai envie de me positionner plutôt sur une architecture ordinaire, c'est-à-dire que ce projet, en fait, finalement, il nous amène à aimer l'architecture ordinaire. Je pense qu'en tant qu'architecte, aujourd'hui, c'est important. Et juste pour repositionner le contexte de ce bâtiment-là, donc on est post-Covid, donc avec voilà, la standardisation du télétravail, la remise en cause aussi des espaces bureaux. Et donc on s'inscrit vraiment dans une transformation urbaine durable avec ce bâtiment-là. Pour un petit rappel aussi, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que David l'a très bien fait de chez FTI, c'est une opération qui n'aurait jamais pu sortir sans l'ensemble des acteurs. On a eu quand même 4 maîtrises d'ouvrage sur cette opération-là. Donc FTI qui portait la charge foncière, Polylogie qui était le bailleur, et Arpège, quant à lui, était le gestionnaire de la résidence. Et enfin, notre maîtrise d'ouvrage déléguée qui était Bafi Promotion. Alors, dans l'analyse du diagnostic, je vais essayer de rester concentrée là-dessus. Donc, l'analyse de la structure, pour nous, ça a été le premier volet. Donc, on a la chance d'avoir un bâtiment avec un plan libre, ce qui a été évoqué auparavant. C'est quand même plutôt pratique quand on doit faire une réhabilitation et dans les objectifs aussi
de transformation et de ces bâtiments-là. Donc avec une structure poteau-poutre classique, on retrouve des dimensionnements qu'on a l'habitude de voir et une profondeur aussi qui va se prêter à l'implantation de la future programmation. De plus, sur cette analyse-là, on se rend compte que les noyaux durs, qui sont les escaliers et les ascenseurs, sont plutôt bien positionnés, puisqu'on perçoit en tout cas qu'on va pouvoir intégrer une circulation horizontale assez facilement sur ce projet. On a très peu démoli finalement. Vous voyez en bleu ce qui a été retiré. Et nous, l'enjeu qui a été sur ce dossier-là, c'est de limiter un maximum la démolition dans un cadre d'économie de projet, parce que c'est le nerf de la guerre. Toujours dans cette analyse, donc la hauteur. Donc ces bâtiments-là, ils nous offrent l'opportunité d'avoir des belles hauteurs sous dalle. Ici, on avait un peu plus de 3 mètres, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le neuf aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux économiques. Et puis ça permet aussi, après, par la suite, d'avoir des espaces ouvrants beaucoup plus généreux et amener beaucoup plus de lumière. Donc c'est une vraie qualité pour le logement à venir, en tout cas sur cette opération-là. Et puis aussi l'infra. L'infra, c'est quand même quelque chose qui peut être bloquant dans le cadre des opérations. Et là, on a 2 niveaux d'infra sur ce projet-là. Alors, dans le cadre de notre opération, on n'avait pas la nécessité d'avoir ce besoin-là, mais il a été valorisé. Donc déjà, on a intégré tout ce qui était technique au sous-sol. Et puis, la valorisation s'est faite par la location externe des places de parking. Donc là, vous avez l'étape d'après, c'est adapter le programme. Donc c'est tout l'enjeu de ces projets-là, c'est finalement que notre maîtrise d'ouvrage n'ait pas d'a priori sur l'adaptation programmatique. Et dans le cadre de ce projet-là, notre maîtrise d'ouvrage a pris en compte les enjeux économiques qu'il pouvait y avoir autour de cette adaptation-là, qui est entre autres la cellule du logement. Donc on a pu finalement entrer et glisser, j'ai envie de dire, dans la structure l'ensemble du programme en ayant des chambres étudiantes plus étroites. À l'origine, dans le cahier des charges, on avait des largeurs de 2,80 et là on a profité finalement de cette profondeur en ayant des chambres plus en longueur qui s'adaptaient tout à fait à l'aménagement et de toute façon avec une belle hauteur sous plafond. Donc c'était plutôt qualitatif et ça nous a permis aussi de rester dans l'épure des surfaces, parce qu'on avait un invariant quand même sur le dossier, c'était la surface de la chambre qui était de 18 mètres carrés. Toujours dans la notion d'adapter le programme, c'est aussi la réorganisation programmatique qui est à prendre en compte aussi dans ce diagnostic. Entre autres, il y avait une salle d'études qui était demandée dans cette opération-là, qui était prévue à rez-de-chaussée. Et donc, toujours dans cette recherche de mise en valeur finalement de cette architecture ordinaire, on a constaté qu'au dernier étage, on avait un espace qui n'allait pas servir pour du logement, mais qui pouvait avoir une potentialité pour intégrer cette salle d'études. Et finalement, profiter aux usagers, parce que c'est un plus aussi d'apporter des qualités d'usage. Et donc, on avait une vue sur les toits de Suresnes, qui était plutôt agréable, avec un accès sur les terrasses extérieures. Et entre autres aussi, par exemple, sur l'escalier principal, on avait un escalier qui était dimensionné à la base pour du bureau, donc largement surdimensionné pour du logement. Et donc avec une qualité d'éclairage naturel. Donc c'est un espace de déambulation verticale qui va venir participer aussi à accompagner les étudiants dans leur quotidien et peut-être aussi amener ces lieux-là comme des lieux de rencontre. Ensuite, dans notre étude, on a eu l'analyse réglementaire. Alors ça peut être lié au PLU, effectivement. Là, je vais plutôt vous parler de l'aspect sécurité incendie. Donc, toujours dans ce souci d'économie de projet, on a voulu absolument limiter l'impact que pouvait avoir l'évolution réglementaire de ce bâtiment des années 90. Forcément, on a eu une évolution depuis.
Et donc la contrainte qu'on avait, c'était qu'on avait donc ces chambres que vous voyez à gauche, qui étaient donc il y avait une problématique de cul-de-sac. Et donc pour régler ce problème-là vis-à-vis du premier escalier qui était l'escalier principal, toute la partie de circulation que vous voyez qui est fléchée jusqu'à la circulation horizontale, on est venu l'intégrer à la circulation verticale de façon à réduire ce cul-de-sac. Et ça a permis d'éviter de créer un troisième escalier et du coup de garder de la surface pour créer des logements. En plus de ça, ça a eu un avantage aussi esthétique, qualitatif au niveau architectural, puisqu'on a créé des ouvertures sur le mur de refend et on a amené de la lumière naturelle sur les espaces de circulation. Vous voyez donc à droite, entre autres, la zone de l'escalier avec l'ascenseur, où on a un espace généreux d'attente et puis qui est éclairé naturellement. Dans les éléments conservés, donc on s'est efforcé de rester vraiment dans l'épure du bâtiment, toujours dans un souci économique. Et sur cette opération-là, j'ai envie de dire, on est à peu près équivalent entre une construction neuve et une construction, une transformation. Donc la seule chose qui a la plus lourde intervention qu'on ait pu avoir, en tout cas, c'est sur les façades. Donc là, vous avez une vue côté rue et là, côté cour. Dans les éléments dans le cadre de la décarbonation, par exemple, ou du réemploi, je pense aussi que le diagnostic, il ne s'arrête pas que, on va dire, aux premières phases. Elle se poursuit aussi à travers toutes les phases du projet. Et entre autres, on a eu l'opportunité, pour vous citer, de récupérer les gravillons d'étanchéité, par exemple, et de les réemployer au moment du chantier, mais aussi toutes les dalles gravillonnées des terrasses extérieures qu'on a réutilisées. On a essayé aussi de préserver un maximum le peu d'espace vert qu'on avait. Donc là, c'est côté court. Donc on a conservé les végétaux et entre autres ce cèdre. On a essayé de faire attention à lui pendant le chantier. Et donc, ce qui a été le cas. Une des étapes aussi importantes qui vont avoir leur importance dans l'économie du projet et qu'on essaie, nous, de régler un maximum en amont parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'enveloppe budgétaire, elle est bouclée. Donc c'est la façade, de façon à augmenter la qualité thermique et sa matérialité. Et dans le cadre de ce projet-là, j'ai envie de dire tout le travail qui a été fait en amont sur toutes les économies qu'on a pu faire, on a pu les réinjecter aussi sur la façade et sur la qualité architecturale qu'on va finalement permettre aux usagers et aussi aux passants de profiter et de se réapproprier finalement ce bâtiment. Donc là, entre autres, un travail de briques, un travail de bandeaux métalliques qui aussi participe à amener de l'ombre sur la façade comme des brise-soleil. Donc là, la façade existante avec sa façade en verre obsolète qui ne correspond plus aussi à l'usage. Et puis, le projet réalisé avec ce travail de bandeaux et cette intégration de la brique. Je voudrais terminer dans l'analyse sur l'importance aussi de remettre en place le bâtiment vis-à-vis de l'urbain. Ici, on avait une dominalité qu'il fallait revaloriser. On avait un espace minéral qui n'avait plus réellement d'intérêt, plus réellement de sens par rapport aux enjeux environnementaux qu'on peut avoir. Et donc on a réussi, on a fait en sorte de redéfinir l'alignement vis-à-vis de la rue avec un travail de clôture que vous voyez à gauche. Et puis aussi, on doit réintégrer aussi des éléments programmatiques comme par exemple ce local vélo qui va créer une articulation entre la rue et le bâtiment. Et on en a profité pour intégrer des espaces verts afin de limiter aussi les faire des réverbérations sur la rue. Et toujours dans un souci aussi d'agrément aussi pour les usagers. Je voudrais juste terminer avec une petite conclusion. Je pense qu'en tant qu'architecte aujourd'hui, sur ces architectures ordinaires, il est important qu'on arrive à accompagner au mieux nos maîtrises d'ouvrage pour aussi porter ce message comme quoi, avec de l'architecture ordinaire, on peut faire des espaces de qualité, des espaces aussi économiques qui sont équilibrés, et que tout ce travail de diagnostic qu'on va faire en amont et à travers toute l'opération est important. Et j'aimerais terminer juste avec une citation de l'architecte américain Louis Sullivan
qui parlait donc de la forme doit suivre la fonction. Je pense que dans le cadre de la transformation, c'est la fonction qui va devoir s'adapter à la forme. Voilà. Je vous remercie. Merci pour cette présentation de 3 projets magnifiques. Et ce qui me fait penser que par rapport à la question du coût qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, on ne parle pas à prestation équivalente, parce que là, de ce que je vois des projets, je vois de la qualité architecturale que l'on n'a pas forcément actuellement dans du neuf, hyper réglementé, hyper normé. Donc, quand on parle d'un peu de surcoût de la réhabilitation, en fait, il faut voir la plus-value qualitative que ces projets amènent. Donc, c'est plutôt encourageant, je trouve. Pour rester sur la question financière, il y a une petite question pour nous avant de prendre les questions dans la salle. C'était la question de la rémunération de cette phase diagnostique, parce que je sais que c'est une question, c'est une problématique actuelle, parce que souvent, comme Vera l'a dit, elle est faite en parallèle de la phase APS, elle n'est pas faite en amont comme c'est prévu normalement dans les phases de la mission architecturale, où elle est donnée à quelqu'un d'autre, d'extérieur, ce qu'on appelle le sous-systémage de la mission architecturale, ou alors le temps dédié à cette mission est hyper réduit. Donc je voulais avoir vos retours là-dessus, si vous avez des pistes, des réflexions sur le sujet. Je me lance. Je pense que ce qui peut aider, en tout cas dans cette phase, pour bien comprendre comment aussi la chiffrer, c'est de se définir des objectifs. Cette phase, elle est là, bien sûr, pour aider à comprendre le fonctionnement, la construction d'un bâtiment, mais aussi pour le maître d'ouvrage, de lui permettre un arbitrage. Je réfléchis à un projet sur lequel on travaille en ce moment, où on a dédié un peu plus de 2 mois pour cette phase de diagnostic avec tous les bureaux d'études. Donc en fait, c'est une phase généralement qu'on ne fait pas tout seul. On est accompagné d'un bureau d'études structure, d'un bureau d'études fluide pour analyser les états existants et quel type d'intervention on peut faire, un bureau d'études environnement, un économiste, et de se dire qu'en fait, pendant ces 2 mois, on va venir explorer premièrement l'état existant, de comprendre des pathologies, des dysfonctionnements, mais aussi quel type d'intervention on va pouvoir proposer, sans forcément parler, je considère qu'on parle déjà de projet, mais sans forcément atterrir sur un projet figé, mais de se dire on a plusieurs options à notre disposition parce que le bâtiment est constitué comme ça et que peut-être de manière assez fine, les interventions peuvent être orientées sur plusieurs types de scénarios. Donc généralement, alors ça dépend aussi de la dimension du bâtiment, ce que l'on fait dans cette phase, c'est plutôt au temps passé pour qu'elle puisse aussi avoir du sens et une connexion directe avec le projet. Encore une fois, c'est une phase de diagnostic. Si on parle de programmation, c'est une phase presque en plus, mais où les 2 éléments sont aussi liés. Donc, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne quand je dois la chiffrer. Je sais pas. Il est vrai, enfin moi en tout cas dans nos cas de figure, c'est vrai que justifier cette étape-là, c'est difficile aujourd'hui parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment de retour encore d'expérience vis-à-vis de nos maîtrises d'ouvrage. Mais en tout cas, l'accompagnement, il est important, c'est vrai. C'est-à-dire d'avoir une équipe déjà plutôt exigeante sur cette phase-là, elle est forcément bénéfique parce qu'elle va nous permettre de gagner de l'argent pour la suite. C'est-à-dire qu'elle est indispensable pour être au plus près d'un coût, parce qu'on sait qu'en plus de ça, nous on a eu très peu de difficultés, mais on sait que sur certaines opérations en cours de chantier, on peut avoir des surprises. Donc les anticiper au maximum, c'est aussi gagner du temps et de l'argent sur une opération. Donc il faut repenser effectivement notre manière d'appréhender un projet. Ça ne peut pas du tout être fait de la même manière que du neuf. Je dis un mot et je vais être trivial.
tous les bâtiments que vous avez vus, pour moi, c'est 30% de réflexion. Je vais parler de temps et pas d'honoraires. Hein. 30% de réflexion, c'est 5%, on a 5% sur la grille des honoraires pour le diagnostic. Pourquoi ? Parce que c'est né des 30 Glorieuses. Hein. On est à la sortie des années 60-70. Bercy, à l'époque, va définir une grille d'honoraires sur la loi MOP et considérer que construire neuf et transformer, ce qui se faisait très très peu à l'époque, c'est les mêmes abacs. Alors, il y aura 5%, c'est assez logique pour regarder sur un terrain comment on peut construire, en regardant un peu le soleil aussi, mais ça n'a rien à voir avec les deux projets là, où le projet, il se gagne parce qu'on va l'épouser, quoi. On va rentrer dans le système, on va le comprendre. Et c'est tout à l'avantage des maîtres d'ouvrage, de ceux qui nous confient leur sujet, mais je ne vois pas un architecte sérieux qui serait capable de passer que 5% de son temps. Enfin, je crois que c'est même pas la peine de le dire trop fort, quoi. Merci. Est-ce que éventuellement il y a une ou deux questions à faire ? J'ai une question par rapport aux matériaux. Est-ce que tout ce qui concerne, par exemple, les matériaux bas carbone ou le réemploi, dans ces trois projets, est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez mis en pratique ou vous l'avez prescrit aux clients ? Vous savez, c'est un peu comme quand vous posez un permis de construire, on vous demande le calcul thermique. C'est la règle, c'est la loi. Aujourd'hui, je ne vois pas un architecte qui ne serait pas dans le même mood, c'est-à-dire d'employer dans tout ce qu'il va déployer dans son projet des matériaux de qualité. Je veux dire, sinon vous êtes hors la loi. Donc déjà, il y a ceci. Alors après, il y a du moins cette étape-là. Alors après, vous pouvez aller au-dessus. Et par exemple, comme je faisais voir, aller faire fabriquer des modules hors site zéro défaut pour les emmener, pour les poser et les brancher, simplement, c'est un acte moins carboné. Et qu'on ne me dise pas, parce que sinon on ne va pas passer dans une discussion que le temps de les emmener avec le camion et tout. Bon. Non, mais c'est vraiment... Moi, je crois beaucoup dans la question du matériel, hein, du matériau immatériel à l'industrialisation. Il faut qu'on change. Michel disait bien tout à l'heure, c'est un problème national, quoi. On ne peut pas continuer à faire des chantiers avec 18 corps d'État séparés qui se flinguent sur place, qui s'abîment. Donc c'est vraiment une question globale. Donc votre question est tout à fait juste, mais il faut la voir, je pense, d'une manière... il faut changer le système de rentrer dans ces bâtiments, quoi. Juste pour compléter ton propos, Patrick, je pense que sur cette phase diagnostique, on établit aussi ce que l'on appelle des PEMD, hein, des inventaires de tout ce qui existe dans le bâtiment. On est coutumier du fait et ça fait partie de cette phase diagnostique. Alors, on passe déjà à la phase projet quand on se dit qu'est-ce qu'on va réemployer ou pas. Mais en tout cas, quand je parle de diagnostic, c'est aussi faire une forme d'inventaire de tous les matériaux qui existent dans le bâtiment et de se dire potentiellement tout est réutilisable. Après, ça dépend effectivement de l'architecte. Du maître d'ouvrage aussi, de son acceptabilité. Voilà. Merci beaucoup, c'est passionnant. Une question concernant les informations. Vous récoltez énormément d'informations sur l'histoire du bâtiment, ses fragilités, ses forces, etc. Et ça, ce sont des informations qui vont servir dans l'avenir pour les futures réhabilitations. Si on reste dans cette logique que finalement tout va se transformer et qu'il n'y a rien ou presque va être détruit, ça va continuer d'évoluer. Qui est en charge de cette conservation des informations? Est-ce que c'est encore le Far West ou est-ce que dans l'avenir, les collectivités locales ou d'autres vont s'en emparer?
on fait très souvent ça, c'est qu'à un moment, à la fin, quand on a les DOE architectes, on les glisse sous un plancher. Ouais, vraiment. Parce que les DOE, ils sont toujours perdus par les maîtres d'ouvrage. Alors, je ne parlerai pas au niveau des collectivités parce que je ne saurais pas répondre sur ce sujet-là. En tout cas, peut-être pour rentrer plus finement dans le détail, dans cette phase diagnostique, au-delà du travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre à pouvoir recenser comment fonctionne le bâtiment, on a aussi souvent des études historiques sur le bâtiment. Donc ça, c'est un moment absolument fabuleux. C'est un pur régal car c'est un voyage dans le temps. On raconte même ce qui s'est passé avant que le bâtiment n'ait été construit. Et sur Paris, ces études peuvent parfois avoir 300 ou 400 pages. Donc c'est un vrai moment de plaisir et d'investigation. Par exemple, nous, à l'agence, on ne travaille qu'en réhabilitation. Donc j'ai envie de dire, ce sont des dossiers très épais quand on termine des projets qui sont en fait une base vivante pour nous. Nous, bien sûr, on les remet aux maîtres d'ouvrage. Ce qu'ils en fait, c'est plus la question pour eux. Mais en tout cas, pour nous, c'est une vraie source d'information, car on intervient sur des typologies de bâtiments, même s'il n'y en a pas deux qui sont pareils, mais en tout cas, on a des grandes intentions que l'on peut retrouver, par exemple, sur des bâtiments d'architecture plus ordinaires. On reconnaît les principes constructifs, on peut facilement les retrouver. Des interventions qu'on a faites sur des bâtiments similaires, mais en se gardant bien justement aussi de cette translation pour justement re-questionner les choses à chaque fois qu'on est devant un nouveau projet. Mais pour nous, ce sont des données vivantes à l'agence. Juste, je peux peut-être donner une petite information là-dessus, parce qu'il existe une directive européenne qui prévoit des passeports rénovation, la mise en place d'un passeport de la rénovation. Ça avance pas beaucoup, je crois, mais enfin, voilà, il y a quand même ce projet. Bonjour, Charles Salier pour le Terre Institute. J'ai une question justement, même si les maîtrises d'ouvrage ne mentent pas forcément, pensez-vous que dans la mixité d'usage, il est possible de réinviter la biodiversité dans les villes, pas la réhabilitation. Merci. Oui, la biodiversité. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste répéter? On n'a pas compris la question, il y a un problème de micro. Pardon. Question sur la renaturation. Je pense que ça fait partie des enjeux de toute opération aujourd'hui, c'est qu'on essaie forcément de réintroduire de la renaturation, de la biodiversité. On sait qu'il y a des enjeux autour de ça, surtout pour les villes denses. Donc effectivement, de toute façon, c'est un incontournable. Dans l'opération, par exemple, que je vous ai présentée, c'est le cas. On a essayé au maximum d'introduire ça, d'avoir des toitures terrasses végétalisées. Donc je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Et on se rend compte aussi, même sur des opérations neuves, que ces enjeux-là, ils sont là également. Donc je n'ai pas réellement d'inquiétude là-dessus. Je pense que ce sujet-là, il est réellement posé aujourd'hui. Ah oui. Juste le PLU bio qui vient de sortir répond à toutes vos questions. Et il est facile à... Ils ont fait, enfin la ville de Paris, et je crois que c'est assez exemplaire, hein, a fait un travail de fond qui a dû durer, je crois, une mandature. Et il est même... synthétisé par les notaires Chevreux. Enfin, si vous tapez notaire Chevreux, vous trouverez. Il n'est pas indigeste parce que c'est un résumé, mais vous verrez, toutes les questions que vous vous posez sont là. Et puis demain, si vous déposez un permis de construire, vous y passerez. Oui.
Dernière question, parce que je crois que tout le monde a faim. D'abord, félicitations pour tous vos projets qui ne sont pas faciles parce que de mettre en application toutes les réglementations actuelles pour les travaux neufs, c'est très dur, que ce soit incendie, thermique et handicapé aussi. Donc, je vous félicite à tous les trois. C'est vraiment très bien. Ma question, c'était juste, les diagnostics, c'est vous qui les avez faits ou vous les avez fait faire? Les diagnostics initiaux qui sont très importants, je suis d'accord. Alors, nous, précisément, on les fait à l'agence, ou architecte, on les fait accompagner d'une équipe de maîtrise. La même chose, c'est nous qui faisons avec un maîtriseur qui était sélectionné. Donc, effectivement, je pense qu'il faut garder, il faut que nous, on puisse garder cet élément-là, parce que l'analyse, elle ne peut être faite que par nous. Vous analysez le bâtiment avec, vous êtes sachant, et que c'est vous qui diligentez, on va dire, et ciblez les diagnostics à faire, parce que les diagnostics destructifs, c'est la maîtrise d'ouvrage qui les paye. Oui, vous avez votre médecin de dossier. Merci. Non, merci à tous. Je vais juste conclure rapidement, puisqu'on a dépassé un peu le temps. Je remercie nos intervenants de cette table ronde et tous les intervenants qui sont succédés ce matin et qui ont donné leur temps, donc on peut les remercier tous. Et je remercie aussi nos partenaires financiers qui nous soutiennent, à la fois sur le programme rénovation, mais aussi plus largement sur toutes les actions d'Ecopolis. Et je réitère aussi les remerciements des adhérents ou autres qui se sont impliqués sur les groupes de travail qui permettent la préfiguration de ce genre d'événements et de contribuer à tout ça. Donc on a besoin des bénévoles et de la matière première que vous pouvez nous apporter aussi. Donc n'hésitez pas à vous manifester parce qu'on a besoin de ces retours de terrain aussi pour savoir vers où il faut qu'on se dirige. On ne décide pas tout seul des sujets sur lesquels on travaille. On peut proposer, mais derrière aussi, on en revient peut-être au mot qui n'est pas sorti ce matin, mais c'est l'intelligence collective qu'on sort un petit peu, mais qui est le maître mot, je pense, sur tout le sujet. Et là encore, sur la question de la transformation, on se rend compte que c'est aussi comment on fait ensemble, en fait, en se coordonnant et en essayant d'avancer ensemble sur tous ces sujets. Les actualités à venir sur la question de la rénovation, alors peut-être ça répondra à la question tout à l'heure aussi. Je vous ai dit en introduction qu'il allait y avoir des petits déjeuners techniques qui vont succéder en mars, avril, mai et qui vont rentrer justement dans la question de la problématique de la façade, de la trame, entre autres. Donc on va rentrer sur un sujet un petit peu plus technique. C'est donc essayer de répondre à quelques questions de ce point de vue-là. Il y a aussi des visites d'opérations qui vont être programmées. Il y en a une qui va arriver très bientôt, le 5 mars, et notamment c'est un projet de Mira Matovic, c'est Inside. Les inscriptions ne sont pas tout à fait ouvertes, mais elles seront prochainement. Donc suivez l'actualité et allez voir des projets concrètement aussi, donc participez à ces visites. Et il y a une publication qui est en ligne déjà et qui est disponible là, et on a travaillé sur l'année 2024, surtout Myriam d'ailleurs, sur une bibliographie liée un peu exhaustive dans la rénovation environnementale, dans l'idée d'avoir un petit peu toutes les ressources qui sont à votre disposition et que vous puissiez centralisé dans un seul document. Tout ça, c'est l'idée de vous outiller aussi, donc on essaie d'apporter nos contributions là-dessus. Les autres activités plus largement d'Ecopolis, donc des visites d'opération, notamment il y a une réhabilitation encore de la dalle Keller à Paris qui est programmée le 11 février. Je pense qu'il reste encore des places si vous voulez vous inscrire. On est aussi organisme de formation. On a une formation à la conception de la ventilation naturelle à destination des bureaux d'études. Il nous reste encore quelques places sur cette session, donc si vous êtes intéressés, manifestez-vous rapidement. Et les commissions publiques bâtiments durables franciliens et quartiers durables franciliens, parce que oui, on a une démarche d'accompagnement de projet au quotidien. On parlait tout à l'heure de l'idée d'accompagner aussi des acteurs et d'intégrer aussi des questionnements pour l'idée de progresser et faire progresser les projets. Ces démarches ont été conçues et développées dans ce sens-là. Et donc, la meilleure manière de voir comment ça fonctionne, c'est d'assister à une commission. Donc, vous avez une commission bâtiment durable le 6 février dans le Paris 18e. Donc, je pense que c'est dans nos locaux à Urban Lab, c'est ça.
Et le 13 février, donc c'est une commission quartier du Jura francilien, donc c'est à l'échelle du quartier, comment les pairs se questionnent et faire avancer les projets. Donc c'est à l'école d'urbanisme de Paris. Je note, les commissions QDF sont assez rares dans l'année, on en a une ou deux, donc c'est peut-être à pas louper. Les commissions BDF, on en a un petit peu plus, parce que ça y est, on accompagne presque 200 opérations de projets de bâtiments en Ile-de-France, on est très fiers. Donc du coup, ça nous donne matière à faire des revues de projets de manière plus récurrente. La démarche quartier est encore en développement, donc il y en a un peu moins, mais on a une dizaine de quartiers en Ile-de-France, donc c'est l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Ah ben j'ai plein d'actu en fait à vous partager, je vous retiens 2 secondes. Vous pouvez nous retrouver à Energy Meeting le 11 février. On a en retour d'expérience, je crois, une mini-exposition autour du réemploi justement dans la démarche BDF. Et on aura un stand au Forum Bois Construction, donc retrouvez-nous là-bas, c'est le 26 et 28 février. On organise des parcours de visite en lien avec le forum et on aura aussi des petites prises de parole durant des petites conférences, notamment sur les biosourcés et les géosourcés. Voilà, je crois que j'ai fini, j'ai été rapide, je crois. Merci vraiment sincèrement à toutes et à tous. Très chouette.